Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus à l'IA de Pikine Guédiawaye, mais cette fois-ci, c'est avec le secrétaire général de l'IA de Pikine Guédiawaye, l'inspecteur Idrissa Gueye. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Djegan. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Nous sommes venus le voir cette fois-ci, donc pour parler des langues nationales, parce qu'on a vu qu'au niveau donc de toutes les inspections de l'éducation et de la formation du Sénégal, au niveau de toutes les inspections d'académie du Sénégal, il y a un bureau, donc voilà, dans lequel on trouve donc cet aspect-là, donc le bureau EBJA, comme on l'appelle. Ce programme-là, ça consiste en quoi en fait? Bon, merci beaucoup, M. Sarr, Djegan. C'est avec plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous vous recevons. Et vous avez servi à l'IA et ensemble, on a fait beaucoup de choses. Et grâce à votre professionnalisme, vous avez beaucoup contribué au rayonnement des activités que l'IA de Pikine Guédiawaye exécute. Et comme vous l'avez dit, depuis 2014, date de la création de l'IA, nous exécutons le programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes articulé aux technologies de l'information et de la communication, le PNEBJA-TIC. Et à quoi ça consiste? C'est un programme qui est initié par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, DALN. Et c'est un programme qui a principalement pour objectif de renforcer les capacités des apprenants et des apprenantes, jeunes et adultes, en langue d'abord. Et là, on choisit une langue nationale à travers laquelle on va renforcer les apprenants et les apprenantes. Donc, on les renforce en langue. On les renforce aussi en mathématiques, on les renforce en éducation sociale, on les renforce aussi en entrepreneuriat. Bon, si on va dans les détails, par exemple, si on prend les langues, on les renforce en lecture et en écriture, on les renforce en communication orale et en communication écrite. Maintenant, s'il s'agit des mathématiques, on les renforce en numération, mais aussi en résolution de problèmes. En éducation sociale, on les renforce en communication pour le changement de comportement, en éducation à la citoyenneté et à la démocratie, on les renforce aussi en santé et hygiène et en éducation environnementale. En ce qui concerne maintenant le dernier point, c'est l'entrepreneuriat, là on les renforce en gestion et en management. Okay. Alors, à travers donc toutes ces activités-là, tous ces domaines-là, on a une formation assez complète. Et à travers l'entrepreneuriat, là, on a le financement d'une activité génératrice de revenus, communément appelée AGR. Et là, l'AGR est choisi en fonction des réalités du milieu. Là, le choix est fait par les femmes qui choisissent soit de faire l'agriculture, ou bien la teinture, le maraîchage, la fabrication de savon, d'eau de javel, etc. Donc, les femmes choisissent une activité productrice et qui va rapporter dans ce milieu-là. Okay. Et avant ça, elle doit procéder à ce qu'on appelle l'étude du milieu pour voir l'activité la plus pertinente et l'activité qui, si elle s'engage dedans, elles pourront tirer beaucoup de profit. Et toujours dans ce cadre-là, à travers l'AGR, les femmes sont formées parce que chaque classe dispose d'un comité de gestion. Okay. D'ailleurs, on va revenir à ces formations. Donc, mais toujours préciser juste aux téléspectateurs que voilà l'opportunité. Nous avons saisi une opportunité. Donc, nous sortons juste une semaine nationale, la semaine nationale. Donc, voilà, de l'alphabétisation. Et on a célébré donc lors de cette semaine-là la journée nationale, n'est-ce pas? Donc, avec une rencontre qui a été organisée dans un hôtel de la place avec tous les acteurs du système éducatif, on va dire. Effectivement, voilà. Vous avez parfaitement raison. Donc là, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, a organisé un forum national sur l'état des lieux de l'alphabétisation et des langues nationales. Et c'est une activité qui a été organisée au Radisson Blu. Et à travers cette activité-là, rien que de par le comportement du ministre, on sent que c'est une activité qui lui tient à cœur parce qu'il est resté du début jusqu'à la fin. Et à travers cette activité-là, il y avait le ministre qui était présent durant toute l'activité. Il y avait les différentes directions, telles que la direction de l'alphabétisation de langue nationale. Il y avait aussi la direction de l'enseignement élémentaire. Il y avait la direction de l'enseignement moyen secondaire général, etc. Pour dire
que les services les plus importants du ministère de l'Éducation nationale ont participé à ce forum-là. Et à travers ce forum, on a échangé sur beaucoup de questions, et principalement sur les orientations politiques et stratégiques. On a échangé aussi sur les langues nationales. On a échangé enfin sur le financement de l'alphabétisation. Et je rappelle aussi que durant ce forum-là, il y avait des universitaires. Et là, pour dire que c'était un moment où il fallait s'arrêter, faire l'état des lieux, faire le point sur tout ce qui a été fait, revenir sur les réussites et les échecs et dessiner l'avenir. Et là, je dis que l'État du Sénégal, et là, le président de la République l'a dit, veut relancer le secteur de l'alphabétisation. Et là, l'État est prêt à y injecter les moyens qu'il faut, puisque là aussi, lors du forum, les partenaires étaient présents, et les partenaires sont engagés à accompagner davantage l'alphabétisation, parce que nous avons compris qu'à travers l'alphabétisation, nous pouvons lutter efficacement contre la pauvreté. Puisque à travers... Justement, l'état des lieux, vous l'avez dit, donc ça a été fait durant ce forum-là. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, déjà au niveau des cibles, parce que principalement, ce qu'on a l'habitude de voir au niveau donc des IF, au niveau des IA, donc à chaque fois qu'on parle de langue nationale, c'est des programmes avec des adultes, n'est-ce pas? Donc chez vous aussi, c'est le cas, où il y a d'autres programmes pour les enfants aussi. Bon, il y a déjà le PNEBJA qui est là, et je précise aussi que le PNEBJA est réservé aux jeunes et aux adultes. Mais malheureusement, dans la plupart de nos classes, on trouve que des adultes. Et aussi, plus de femmes que d'hommes. En général, on trouve un homme sur 29 femmes, parce que les classes ont en général un effectif de 30. Donc, dans toutes nos classes, nous avons plus de femmes que d'hommes. Bon, déjà, à votre avis, c'est quoi la raison de ce phénomène? Bon, c'est un peu difficile à expliquer, mais bon, peut-être c'est des représentations que les hommes ont en disant que ces classes-là sont des classes réservées aux dames, alors que ce n'est pas le cas. Autant la femme peut s'épanouir dans ces classes-là, autant aussi l'homme peut s'épanouir dans ces classes, puisqu'on les renforce en langue nationale, on les renforce en entrepreneuriat. Et là, un homme qui fréquente ces classes-là, au terme de la formation, peut bel et bien écrire et lire s'il ne savait pas le faire, et aussi mettre sur pied des activités qui lui apporteront des revenus. Ok, mais d'abord, le renforcement, c'est d'abord le fait de leur apprendre à pouvoir écrire. Effectivement. Donc, leur langue maternelle. Très bien. Donc, il y a la dimension pédagogique d'abord, sur laquelle, excusez-moi, on accorde beaucoup d'importance, puisque là, il s'agit fondamentalement de renforcer les capacités des apprenants et des enfants pour qu'ils sachent d'abord lire dans une langue nationale, qu'ils sachent écrire, qu'ils sachent communiquer de manière générale, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, qu'ils sachent calculer, qu'ils sachent aussi résoudre des problèmes. Pour dire que ce sont des activités-là qu'on met en avant, puisque c'est pour lutter contre l'analphabétisme, puisque le taux est important actuellement, il tourne aux environs de 54%, et on dit qu'un pays ne peut pas se développer avec un fort taux d'analphabétisme. Et là, nous avons noté à travers le forum que l'alphabétisation va avec le développement. Et si nous voulons accélérer le processus de développement, si nous voulons accélérer le processus d'émergence, il est fondamental qu'on revienne sur nos langues nationales-là, qu'on les valorise, qu'on travaille à la réduction du taux d'analphabétisme. Et je pense que si tous les citoyens sont alphabétisés, quelle que soit la langue, je pense qu'ils seraient mieux à même de participer efficacement au développement du pays. Mais au-delà donc de l'apprentissage de la langue, donc vous mettez l'accent aussi parce qu'on a vu, donc moi personnellement j'ai eu à visiter donc beaucoup de classes, donc voilà, de ce genre, et le constat c'est que donc il ne se limite pas à écrire, et on voit souvent des produits, des savons à côté, donc voilà, c'est comme si c'était également de la formation. Effectivement, donc vous avez parfaitement raison, Djegan. Donc, la formation ne se limite pas à lire, écrire, résoudre des problèmes. Mais la formation aussi a une dimension pratique, une dimension professionnelle. Et là, la classe est accompagnée par quelqu'un, un spécialiste dans ce domaine-là, qui va former les femmes. Par exemple, si les femmes décident de faire du maraîchage, donc il y a un spécialiste qui vient les renforcer par rapport à ça. Si les femmes décident de faire l'agriculture, il y a un spécialiste qui vient les accompagner à ce niveau. Et là, elles maîtrisent tout le processus de sorte que elles pourront s'organiser et gérer cette activité avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, pour dire que c'est une classe
où on a des activités purement pédagogiques, mais aussi on a des activités liées à la formation. Et même, ce qui est intéressant à ce niveau aussi, c'est la facilitatrice qui tient la classe, au moment de sa planification des contenus d'enseignement-apprentissage, elle les articule à l'activité génératrice de revenus. Par exemple, si les femmes ont opté pour la fabrication de savon, en résolution de problèmes, les situations problèmes qu'elles donnent sont liées à la fabrication de savon. Par exemple, elles peuvent dire, le comité de gestion a acheté tant de quantité de tel produit, tant de quantité de tel produit, a payé tant pour le transport, calculer le prix de revenu. Et ensuite, si la classe vend le morceau de savon à temps, quel sera le prix de vente total? Est-ce que la classe a réalisé un bénéfice ou une perte? Donc, pour dire que l'activité pédagogique que la facilitatrice exécute dans la classe est articulée à l'activité génératrice de revenus. Ce qui veut dire quoi? Que de manière théorique, les apprenantes apprennent ici, mais elles mettent en pratique au niveau de l'activité génératrice de revenus. Ce que nous trouvons très, très intéressant, parce que là, ça permet de lier la théorie à la pratique. Est-ce que ça ne devrait pas donner des idées? Donc, voilà, pour aller vers un peu introduire tous ces phénomènes-là au niveau de l'enseignement de base. Quand je parle de l'enseignement de base, je parle de l'élémentaire, par exemple. Avant de venir sur cette question, je voudrais encore préciser, tout dans le cadre de la formation, parce qu'il y a une formation aussi que l'IA organise. C'est la formation d'abord des facilitateurs et des facilitatrices. Donc, une fois que les classes sont identifiées, parce qu'on a deux types de classes. On a ce qu'on appelle les classes traditionnelles, mais aussi des classes spécifiques. Et chaque classe est gérée par un facilitateur ou une facilitatrice. Donc, avant de démarrer des classes, l'IA de Pikine Guédiawaye organise la formation des facilitateurs et des facilitatrices. Et profite de cette occasion-là aussi pour renforcer la capacité des superviseurs. Bon, une fois que cette formation est terminée, on demande aussi aux classes de mettre en place des CGE. Les membres des CGE aussi sont formés en gestion financière et pour que ces femmes-là, ou bien les apprenants et les apprenantes soient en mesure de gérer correctement l'activité génératrice de revenus. Il y a aussi une dimension formation continue, puisque l'IA aussi organise ce qu'on appelle des journées pédagogiques. Et là, c'est des journées au cours de laquelle on va dans une classe, on prend un film qu'on vient un jour donné, qu'on projette avec la fiche pédagogique, avec l'observation du film. On passe à l'amélioration de la pratique de classe, mais aussi à l'amélioration de la fiche pédagogique. Ce qui fait qu'avec cette organisation-là, nous parvenons à faire des journées pédagogiques et aussi mettre un contenu assez intéressant à la formation continue. Okay. Maintenant, pour revenir à vous. Mais on reviendra tout à l'heure à cette question-là. Donc, mais d'abord, par rapport donc à ces journées que vous organisez, par rapport donc aux formateurs et tout ça. Donc, comment ils sont choisis, les formateurs déjà? Bon, par rapport au choix, s'il s'agit par exemple des classes traditionnelles, là, je précise aussi, ce sont des classes qui sont portées par les communes. Maintenant, quand l'IA reçoit son quota de la DLN, par exemple, la DLN dit que chaque IA a tant de classes spécifiques et tant de classes traditionnelles. Et les classes traditionnelles sont portées par les communes. Et là, une fois que l'IA reçoit cette information, à son tour, l'IA informe les IF, qui aussi à leur tour informent les communes. Et là, les communes ont la possibilité de déposer des requêtes qui comprennent deux éléments, une offre financière et une offre pédagogique. Et là, l'IF a un comité d'analyse qui analyse ces offres-là pour voir quelle est la commune qui a présenté la meilleure offre. Maintenant, l'IF fait son rapport et elle envoie ce rapport-là à l'IA. L'IA aussi a son comité d'approbation. Là, l'IA, après avoir analysé les offres, dira que telle commune a présenté les meilleures offres. Okay. Maintenant, une fois que le rapport est envoyé à la DLN, maintenant, si la DLN trouve que c'est pertinent, donc maintenant, on démarre la formation. Maintenant, au niveau de l'offre traditionnelle, là, l'opérateur qui a contractualisé avec la commune, il met la liste des facilitateurs et des facilitatrices qui doivent tenir ces classes-là. Et cette liste-là, elle est analysée pour avoir une idée du profil des facilitateurs et des facilitatrices que l'opérateur propose, que la commune propose. De la même manière aussi, celui qui a une classe spécifique aussi va proposer des facilitateurs et des facilitatrices. Là aussi, leur profil est interrogé pour voir est-ce qu'ils ont le bon profil ou non. Okay. Une fois que c'est stabilisé, c'est à partir de ce moment-là qu'on passe à la formation. Et après la formation, il y a des activités de suivi.
Il y a ce qu'on appelle le suivi démarrage, pour voir est-ce qu'effectivement les classes ont démarré. Aussi, il y a ce qu'on appelle le suivi qualité. C'est-à-dire c'est un suivi à travers lequel l'IA et les IF font de l'encadrement, comme on le fait avec les enseignants du formel. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes à l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye avec le secrétaire général donc de l'IA, monsieur Idrissa Gueye, l'inspecteur Idrissa Gueye. Donc, et nous sommes toujours en train de parler donc de l'alphabétisation, de l'introduction donc des langues nationales, n'est-ce pas, l'utilisation en tout cas des langues nationales dans les enseignements apprentissages. Alors, ces personnes-là, ces femmes-là globalement, donc qui sont dans ces classes. Donc, nous, on a l'habitude de dire dans nos proverbes que l'argile ne peut être modelé que quand il est humide. Donc, vous faites face à des personnes adultes, pour la plupart, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, ces personnes adultes qui sont souvent dans des activités très informelles. Et vous voulez les mettre donc dans des activités formelles. Vous voulez les alphabétiser déjà et les mettre dans des activités formelles. Donc, c'est pas difficile ça, c'est pas trop compliqué. Oui, des fois c'est difficile, des fois c'est un peu compliqué au début, puisque l'adulte est un peu complexe. Et là, il y a une étude qui a montré, une étude comparative qui a montré les spécificités de l'adulte par rapport à l'enfant. Des fois c'est un peu difficile, mais si on parvient à les comprendre, là on peut les renforcer. Parce que l'adulte n'est pas vide. L'adulte est expérimenté. L'adulte donc a aussi besoin d'un résultat immédiat. Ce qui veut dire, par rapport au choix des contenus de formation, il faut bien discuter avec les apprenants et les apprenantes. Et aller aussi dans le sens qu'ils souhaitent. Parce que c'est eux qui apprennent et ils ont besoin aussi d'être écoutés. Et aussi de prendre en charge les préoccupations. Donc là aussi, on est obligé de faire ce qu'on appelle une formation sur mesure. Essayer d'interroger leurs préoccupations et leur proposer un programme qui va régler leurs problèmes. Parce que comme je l'ai dit, l'adulte a besoin d'un résultat immédiat. Si les adultes ne voient pas leur intérêt dans la classe, ils n'hésiteront pas, ils vont l'abandonner sans hésiter. Et il vous arrive d'avoir des taux d'abandon importants? Bon, il nous arrive d'avoir des abandons, mais pas quand même un taux important. Parce que là aussi, avant d'implanter les classes, nous faisons ce qu'on appelle l'étude du milieu pour voir quels sont nos cibles, quels sont leurs besoins pour pouvoir... Et le choix est fait de manière participative et inclusive. Donc, les femmes sont impliquées dans ce choix-là. Bon, les apprenants et les apprenants de manière générale sont impliqués dans ce choix, de sorte que les contenus que nous mettons en place sont en phase avec les préoccupations. C'est ce qui nous permet d'avoir des taux d'abandon assez réduits. OK. Et ces classes-là, si vous aviez à faire une petite comparaison, cela équivaudrait à quel niveau? Donc, voilà, dans l'enseignement général. Bon, là où c'est une difficulté que nous avons dans les classes d'alphabétisation. Puisque des fois, on renforce un groupe d'apprenants et d'apprenantes. Bon, ils font 9 mois dans la classe. Bon, malheureusement, la commune-là peut rester quelques années sans avoir de classe. Quand la commune gagne encore une classe, on implante la classe. Des fois, on a le risque de retrouver ce qu'on avait renforcé il y a quelques années. L'année précédente. Ce qui veut dire qu'il serait bien aussi qu'il y ait un système d'évaluation, on peut l'appeler comme on veut, mais de faire de sorte que l'apprenant ou l'apprenante qui fréquente la classe pendant 9 mois, qu'on puisse dire voilà son niveau à la sortie. Donc là, c'est revenu sur les profils de sortie. Et avec ce niveau-là, si l'apprenant veut faire un niveau supérieur, qu'on puisse savoir là où on va commencer avec l'apprenant ou l'apprenante, et jusque là, on va aller avec lui. S'il a monté encore d'un autre niveau, ainsi de suite. Pour dire aussi que l'évaluation a montré aussi 9 mois, c'est très peu. Parce que si on renforce pendant 9 mois, si on ne fait rien, il y a le risque d'aller voir ce qu'on appelle l'analphabétisme de retour. Okay. C'est une perte. Parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans cette classe-là pendant 9 mois. Si c'est après ces 9 mois-là que les gens se retournent à l'analphabétisme, là, c'est une perte. Donc, il serait bien, on l'a même abordé au cours du forum, donc faire de sorte qu'on ait de manière vraiment un temps assez important durant lequel les apprenants et apprenantes vont fréquenter la classe et qu'on puisse déterminer leur profil de sortie à chaque fois. Et si les apprenants et les apprenantes ont besoin de perfectionnement, là, on aura un système beaucoup plus articulé
qui nous permettrait d'éviter l'analphabétisme de retour. Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc les enfants, on les voit pas généralement, même si c'est pas un programme qui leur est fermé. Mais aujourd'hui, si des enfants viennent, est-ce qu'ils devraient être reversés après dans le système, donc dit normal, le système de l'enseignement général, ou est-ce qu'ils devraient s'arrêter là et aller faire comme les femmes, aller travailler? Bon, là aussi, pour les enfants, notre bataille aussi, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait pas d'enfants dans la rue, qu'il n'y ait pas d'enfants hors école. Et c'est une parenthèse, c'est pourquoi, grâce à l'UNICEF, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle les classes passerelles. La stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle. C'est une manière de récupérer les enfants hors école, les renforcer et les reverser dans le formel. Et là aussi, pour ces classes-là, on a prévu 2 mois de renforcement en langue nationale. Après ce renforcement-là, on aborde le programme de l'élémentaire. Et si à la fin de la classe, on teste l'élève pour déterminer son niveau, on le met dans une école en disant à son parent qu'il va fréquenter tel niveau. Là, c'est une parenthèse. Donc, par rapport à l'alpha toujours, là, on se bat pour que les enfants de l'élémentaire restent le plus longtemps à l'élémentaire. Je ne dirais pas, ne décroche pas. C'est le mot que je cherchais. Ne décroche pas, c'est-à-dire avoir un taux d'achèvement de 100%, pourquoi même. Et ces enfants-là, par rapport à la langue nationale, le ministère de l'Éducation nationale, toujours, à travers la direction de l'enseignement élémentaire, a initié ce qu'on appelle le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal, le MOHEPS. Donc, tout dernièrement, on a organisé la direction nationale élémentaire. Cette fois-ci, nous, dans le système, à chaque fois qu'on entend parler de bilingue, donc on pense automatiquement à l'anglais et au français. Mais cette fois-ci, ce serait le français et une langue nationale. C'est ça, c'est ça. Donc, en quoi ça consisterait exactement? Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal. Et c'est un modèle qui a principalement pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages à l'école pour une cohabitation harmonieuse entre les langues nationales, le français et les autres langues. Je répète. Donc, c'est contribuer à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des apprentissages à l'école du moins, par une cohabitation harmonieuse entre les langues nationales, le français et les autres langues. Donc, et là, en termes d'objectifs spécifiques, le MOHEPS a principalement pour objectif donc l'objectif c'est de faire du MOHEPS le cadre d'harmonisation de toutes les interventions, d'améliorer les performances des élèves, mettre en place un dispositif de communication impliquant les acteurs et les communautés dans le processus, assurer une formation initiale et continue des acteurs clés, enseignants et encadreurs à la didactique des langues nationales et aux techniques de gestion pédagogique d'un bilinguisme fonctionnel et efficient à l'école, construire un référentiel de compétences bilingues, produire le matériel et les supports didactiques nécessaires au bilinguisme à l'école élémentaire, développer l'utilisation des langues nationales et mettre en place enfin un dispositif de suivi, évaluation fonctionnelle et efficient. Donc à travers ça, nous notons qu'à travers ce modèle-là, on veut améliorer davantage la qualité des enseignements apprentissages à travers l'utilisation des langues nationales. Ok, mais déjà on reproche parfois à certains enseignants même l'utilisation de ces langues nationales dans les classes. Bon. Donc ce serait plus un problème et ça pourrait être utilisé de façon beaucoup plus positive. C'est ça, c'est ça. Et là aussi, l'avantage est que, puisque là l'enfant va apprendre en langue nationale, c'est une manière d'accélérer un peu le niveau de maîtrise la maîtrise des contenus d'enseignement apprentissage. Parce que l'enfant qui apprend dans une langue nationale, il est beaucoup mieux à l'aise que quand il aborde les choses avec le français, qui est une langue étrangère et qui pose beaucoup de problèmes aux enfants. Donc, d'ici quelques années, on devrait s'attendre à avoir dans notre système des mathématiques en Wolof. Bon, on le souhaite. L'histoire en Wolof. Je sais que le professeur Sakhitam l'a une fois initié, les mathématiques en Wolof, et je pense que si on parvient à accompagner cette dynamique-là, pourquoi pas, on parvient demain à avoir des mathématiques en langue nationale. Et ma conviction est que si on parvient à le faire, ça rendrait beaucoup plus accessible ces disciplines-là jugées hermétiques. C'est-à-dire que les enfants ont beaucoup de difficultés en général avec les mathématiques. Mais si on parvient à les véhiculer à travers nos langues nationales, je pense que les enfants seraient beaucoup plus réceptifs. Ok. Donc on arrive au terme de cette émission. On va juste vous permettre de dire un dernier mot.
Bon, le dernier mot, c'est vous remercier d'abord, puisque vous êtes vraiment un collaborateur. On a cheminé ici à l'IA de Pikine Guédiawaye et on a fait beaucoup de choses. Et bon, nous vous remercions aussi par rapport au thème que vous avez choisi, qui est un thème d'actualité. Et là, le président de la République, il tient beaucoup, parce qu'il veut qu'on revalorise nos langues nationales, qu'on donne à l'alphabétisation beaucoup plus d'importance. Bon, là aussi, l'État est prêt à investir davantage de moyens, parce que une étude a montré que le budget mis à la disposition de l'alphabétisation est très peu. Donc là, l'État est prêt à accompagner, le ministre l'a montré à travers le forum, donc l'État est prêt à accompagner davantage, à injecter davantage de ressources dans le secteur de l'alphabétisation, parce que l'État a compris qu'on ne peut pas se développer avec un fort taux d'analphabétisme. Et je pense que si on parvient à valoriser nos langues nationales, non seulement on va réduire l'analphabétisme, et à travers le formel aussi, on permettrait à nos enfants d'être beaucoup plus réceptifs. Ça leur permettrait d'une part de maîtriser les langues nationales, de s'enraciner, c'est important, mais aussi de s'ouvrir. Et là aussi, nous pensons que si on parvient à les mettre en œuvre correctement, comme on le souligne à travers le modèle harmonisé pour l'enseignement bilingue au Sénégal, nous parviendrons véritablement à construire un système éducatif efficace et qui est en phase avec nos réalités socioculturelles. Et là aussi, c'est une manière de favoriser davantage l'adhésion des populations à ce système éducatif-là qui a principalement pour rôle de former des citoyens et des citoyennes capables d'apporter des réponses aux questions de développement qui interpellent le Sénégal. Donc, en d'autres termes, de former le Sénégalais de demain. C'est très bien, former le Sénégalais de demain, c'est ça. Donc, nous vous remercions de nous avoir reçus une fois de plus à l'IA de Pikine Guédiawaye. Donc, ce sera toujours un plaisir de venir chez vous. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi de nous avoir suivis pendant ce bon moment. Donc, et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.